Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Chers auditeurs, nous avons pris du retard par rapport à nos engagements européens. Bah oui, il faut se conformer aux objectifs européens sur la voie de la neutralité carbone d'ici 2050. Et pour ça, la première ministre Elisabeth Borne a dévoilé hier son plan pour réduire les émissions de CO2 de près de 140 millions de tonnes d'ici 2030. Nous consommons actuellement 408 millions de tonnes équivalent CO2 et notre objectif pour 2030 est de passer à 270 millions de tonnes. Nous devons donc doubler notre rythme de baisse et Elisabeth Borne a demandé à tout le monde de faire sa part, aussi bien les particuliers que les entreprises dans 5 secteurs, le transport, l'agriculture, le bâtiment, l'industrie, l'énergie. Effort donc à 25% sur les collectivités, 50% pour les entreprises, donc les entreprises agricoles, 25% pour les particuliers et les ménages. Alors, comment défendre un développement durable, c'est-à-dire maintenir un équilibre entre l'écologie, l'économie et le social? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Philippe Charlès. Bonjour Philippe Charlès. Bonjour. Alors, vous êtes expert en questions énergétiques à l'Institut Sapiens. Vous êtes auteur de Croissance, énergie, climat, dépasser la quadrature du cercle aux éditions de Buck, supérieur, de l'utopie de la croissance verte et des 10 commandements de la transition énergétique aux éditions VA. Et puis, Philippe Murer, vous êtes... Bonjour Philippe Murer déjà. Bonjour. Nos auditeurs vous connaissent, vous êtes ingénieur, vous êtes auteur en 2013 avec Jacques Sapir de la note de la Fondation Res Publica sur les scénarios de sortie de l'euro et vous êtes auteur de Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors, je voulais vous parler déjà de ce plan sur la réduction de gaz à effet de serre d'Elisabeth Borne. Philippe Charlès, vous l'avez lu, le gouvernement, on a reproché notamment à ce gouvernement de donner des objectifs, de donner beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de chiffres dans ce rapport et pourtant il manque de planification opérationnelle, de choses concrètes. Est-ce que vous pensez que justement il manque des choses concrètes dans ce plan d'Elisabeth Borne? Alors d'abord, j'ai corrigé un chiffre parce que vous dites qu'il faut doubler le rythme de réduction de gaz à effet de serre. Alors c'est beaucoup plus, parce que si on regarde depuis 2000, on a réduit les émissions de gaz à effet de serre d'environ 1% par an. Et si on calcule le passage de 408, ce que vous avez dit, à 270, c'est-à-dire à peu près 140 millions de tonnes, ça nous fait en fait une réduction de près de 35% en 6 ans. Ce qui fait 6% par an, donc c'est pas x2, c'est x6. x6. Donc, corrigeons déjà les chiffres de ce côté-là. Deuxièmement, vous avez tout à fait bien défini le problème, c'est-à-dire que, comme d'habitude, les politiques se donnent ce que j'appelle des agendas inversés, c'est-à-dire qu'on se donne des objectifs un peu fantasques, puisque les 6% par an, sauf à aller vers la pauvreté absolue, je ne vois pas comment on peut, du point de vue technique et comportemental, y arriver. Et donc l'agenda inversé, c'est se donner des objectifs pratiquement irréalistes et après se poser la question de savoir comment on y arrive, à la fois sur le plan technique et sur le plan financier. Et donc vous trouvez que concrètement il n'y a pas grand-chose dans ce plan ou alors Si, il y a des choses dans ce plan, on pourra en rediscuter, qui sont même extrêmement inquiétantes sur le plan notamment du financement par rapport à la fois aux entreprises, aux collectivités locales et aux particuliers, puisque il y a même quelque chose qu'on peut découvrir, c'est donc qu'il y a dans c'est pas encore une loi, c'est un texte qui a été proposé par un groupe, une possible taxe sur le patrimoine financier. Donc on reviendrait en fait pratiquement sans le dire, à une ISF qui serait une ISF climatique. Rappelons que c'était une proposition des Verts et d'Yannick Jadot. Donc ça veut dire que derrière, il y a une incontestable concession à la gauche de la Macronie pour faire passer la pilule des retraites. Justement. Et oui, on va en reparler. Et puis l'impact évidemment sur les consommateurs et sur les particuliers. Philippe Murer, vous avez vu ce plan donc, de réduction à gaz à effet de serre d'Elisabeth Borne. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez ça manque de mesures concrètes? Alors déjà, il faut dire que ce plan n'est pas le plan d'Elisabeth Borne. C'est le plan de l'Union européenne de baisser les émissions de CO2. Et je ne sais pas si Philippe Charlès a lu les textes européens. Ce sont des textes bureaucratiques de centaines de pages qui s'imposent à la France
En fait, donc, c'est pas une politique souveraine, c'est une politique décidée au niveau de Bruxelles. Et les 55% viennent de Bruxelles et ne viennent pas de Paris. Oui, et même il y a des textes sur les réseaux de chaleur, sur l'efficacité énergétique, de centaines de pages, des textes bureaucratiques, qui eux-mêmes ne sont que déclinés dans le plan Borne. Effectivement, ça paraît, je suis d'accord avec Philippe Charlès, ça paraît complètement irréaliste. Quand on parle de division par 2 des émissions de CO2, donc des énergies fossiles dans le bâtiment, de 30% dans les transports, de moins 40% dans l'industrie, ça paraît complètement irréaliste. Et d'autant plus, et je pense que je rejoins la pensée de Philippe Charlès là-dessus, c'est qu'avec ce gouvernement d'amateurs, avec des mesures qui ne sont que bureaucratiques, moi j'ai très peur d'une désorganisation de l'activité et de problèmes en série. Je prévois même une débâcle possible en France. Rentrons un peu dans le détail des mesures. Par exemple, l'isolation obligatoire des bâtiments. Bon, c'est une très bonne chose d'isoler les passoires thermiques, mais c'est fait comment? Aujourd'hui déjà, les bâtiments de catégorie G, c'est-à-dire les moins bien isolés, doivent être maintenant isolés obligatoirement par les propriétaires. Ils ne peuvent plus louer une partie des bâtiments de catégorie G, et bientôt, ça sera tous les bâtiments, plus les louer et à terme, plus les vendre. Alors c'est bien gentil de faire ça, mais il n'y a pas de financement pour les particuliers, donc ceux qui n'ont pas d'argent vont se retrouver dans des problèmes sans fond. Et est-ce qu'il y a assez d'artisans formés pour aller rénover d'abord les bâtiments de catégorie G, puis de catégorie F, puis de catégorie E, comme c'est prévu par le gouvernement? Et malheureusement, ce qu'il apparaît, c'est qu'on manque d'artisans. L'interdiction d'installer du chauffage au fioul et bientôt du chauffage au gaz dans les nouvelles installations. Ce sont des choses qui sont prévues. Eh bien, on va faire comment? Les gens vont faire comment? Ils vont se mettre au chauffage au bois, mais tout le monde ne peut pas le faire. Donc, on va mettre des pompes à chaleur, sauf que les pompes à chaleur ne sont pas assez fiables. Il y a des problèmes assez terribles d'installation de pompes à chaleur qui coûtent quand même entre 15 et 18 000 euros généralement aux particuliers et qui n'ont pas la fiabilité nécessaire. Regardez sur les forums sur Internet tout ce que disent les gens qui en ont installé. Beaucoup de gens ont des problèmes et il y a une manque de qualité là-dessus et qui n'est pas gérée par l'État. L'interdiction des voitures diesel essence en 2035. Ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir à un déferlement de voitures électriques chinoises. Rappelons que les voitures chinoises maintenant représentent les plus grandes exportations mondiales. La Chine est devenue le numéro 1 mondial de l'automobile et l'Europe va se faire détruire son industrie par les automobiles chinoises parce qu'elles ne protègent pas, alors que les États-Unis et la Chine protègent leur marché intérieur. Est-ce qu'il y aura des bornes de recharge suffisantes? Eh bien non, pour les voitures électriques. Regardez les journalistes qui ont testé des voitures électriques pour faire des grands parcours, c'est la croix et la bannière. En plus de ça, le plein, comme rien n'est réglementé, tout en ayant beaucoup de bureaucratie, c'est assez aberrant, eh bien le plein de voitures électriques peut coûter, dans certains cas, plus cher que le plein à essence, alors qu'il n'y a pas de fiscalité dessus. Donc et dernière chose très importante, c'est que ça se décline aussi par des mesures bureaucratiques qui peuvent être très pénalisantes. Par exemple, l'interdiction des voitures diesel à Paris, qui normalement doit arriver en 2024. Anne Hidalgo continue à le faire. Comment vont faire les gens? Et en 2030, a priori, ce sont les voitures diesel et les voitures essence qui vont être interdites à Paris, voire dans le Grand Paris, dans toutes les métropoles de France. Comment les gens vont se déplacer? Comment les gens vont se chauffer? Moi, je suis extrêmement inquiet par toutes ces mesures bureaucratiques qui, conjuguées avec un gouvernement d'amateurs, un plan établi à l'intérieur, au niveau de l'Union européenne, de la bureaucratie européenne, posera des problèmes potentiellement majeurs aux Français et à la France. Alors Philippe Murer, vous avez ouvert plein de dossiers, oui. C'est super. Je voulais vous parler de l'industrie, mais on va parler d'abord des particuliers, notamment. Allez-y, Philippe Charlès. Deux choses complémentaires pour tout à fait aller dans votre sens. Si on prend les voitures électriques aujourd'hui, c'est 1% du parc. Et donc, ça veut dire que si on veut réduire les émissions, on va appliquer les 33% partout. Donc, on va les appliquer aux voitures. Donc, il faudrait arriver à environ 12 à 13 millions de voitures électriques dans 6 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, passer d'1 million à 13 millions. Parlons des pompes à chaleur. Aujourd'hui, il y a environ 1 million de pompes à chaleur. Pareil, il faudrait passer à entre 10 et 15 millions de pompes à chaleur, puisqu'on a environ, dans les logements particuliers, on en a 36 millions en France. Donc, ça me paraît absolument... Donc, c'est ce qui a été dit. Ou produire ces équipements décarbonés, ça ne sera pas en France.
parce que parallèlement, et on va en parler, on veut aussi réindustrialiser. Voilà. Et réindustrialiser, malheureusement, c'est énergétivore. Et donc, ça veut dire qu'on est face à une espèce de quadrature du cercle qui montre l'impréparation de ce gouvernement pour présenter un plan. Et j'en reviens donc à mes fameux agendas inversés. On propose des objectifs irréalisables. Et puis après, on se pose la question, peut-être qu'on pourra peut-être y arriver. Comment on fait ? Ça, c'est vraiment pas un problème. Débrouillez-vous. Oui, c'est ça. Mais vous dites tout de même dans votre livre, on va en revenir juste après le bulletin d'actualité d'Emmanuel Noël. Vous dites décarboner notre société reposera principalement sur le remplacement des équipements thermiques par des équipements électroniques. Absolument. Donc, ça, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire que globalement, si on veut décarboner et quitter les fossiles, c'est pas seulement le côté énergétique, c'est aussi le côté équipement. Et donc, cette électrification, il faut qu'elle se fasse dans le temps, mais elle ne se fera pas par magie en 6 ans alors qu'elle ne s'est pas faite depuis 15 ans. Là, l'électrification, je vais dire que c'est plus un objectif 2050 qu'un objectif 2030, mais l'Union européenne ayant rehaussé les objectifs à l'horizon 2030, comme Philippe l'a dit, l'Union nous impose des objectifs tout à fait irréalisables et très dangereux. Et on va revenir sur ces objectifs juste après le bulletin d'actualité d'Emmanuel Noël. Il est 8h. Ligne droite. Je suis pour, je suis contre. La table ronde. Et nous sommes avec Philippe Charlez, expert en questions énergétiques à l'Institut Sapiens, auteur de Les 10 commandements de la transition énergétique aux éditions VA, et Philippe Murer, ingénieur et auteur de Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Nous étions avec vous, Philippe Charlez, on parlait notamment des voitures électriques, on parlait du déferlement de voitures chinoises, on va en parler aussi de ça, mais en deuxième partie sur l'industrie. Donc il y a toujours quand même pour vous une volonté, et c'est bien de vouloir changer les voitures thermiques par des voitures électriques. Alors, ce qui a été dit est tout à fait pertinent. La voiture électrique est une des solutions, mais ça n'est pas la solution. La voiture électrique peut être pertinente, est une urbaine, donc elle peut être pertinente en ville, voire à la campagne sur des courtes distances. On va dire sur des distances de l'ordre de 100 à 150 km par jour maximum, ce qui représente énormément, parce qu'il faut savoir qu'en France, 75% des trajets sont des trajets de moins de 100 km. Donc ça veut dire que la voiture électrique pourrait couvrir beaucoup de kilomètres, mais elle ne couvrira pas par contre, comme ça a été dit, ou du moins avec des difficultés récurrentes, les grandes distances. J'imagine un premier route où il y a environ 1 500 000 voitures sur les autoroutes. Vous faites un petit calcul de nombre de prises nécessaires pour pouvoir charger toutes ces voitures et vous découvrirez vite que vous allez passer la moitié de vos vacances sur le parking de l'autoroute à attendre la prise. Donc ce qui veut dire que l'autre solution pour les longues distances et aussi pour les fortes puissances, c'est-à-dire les avions, les bateaux, voire les avions, c'est l'hydrogène, et on n'est pas du tout prêt aujourd'hui à massivement produire et utiliser l'hydrogène, à la fois d'un point de vue coût, d'un point de vue production et d'un point de vue surtout distribution. Donc encore une fois, donner de tels objectifs à l'horizon 2030, c'est beaucoup trop tôt, c'est purement idéologique et c'est irréalisable. Philippe Murer, sur ces voitures électriques, c'est une nécessité ? Philippe Charlez parle d'or, c'est du bon sens. Exactement, et c'est exactement ce qui manque à nos gouvernements, du bon sens et du pragmatisme. Effectivement, sur les voitures électriques, il y a ce problème de la route des vacances. Les gens ne pourront plus partir en vacances, il n'y aura jamais assez de prises électriques, et les gens passeront leur temps à attendre des prises électriques et à recharger leur voiture sur l'autoroute. Et la solution de la voiture à hydrogène, moi j'en parle depuis 2014 dans mon premier livre sur la transition énergétique, est une solution intéressante, ainsi que les avions à hydrogène, qui sont une possibilité. Mais le gouvernement ne développe rien là-dessus. Mais moi, je voulais revenir aussi sur une autre parole de bon sens de Philippe Charlez. C'est le fait qu'il faut prévoir, il faut une planification écologique pour l'offre. C'est-à-dire que si on veut se passer d'énergie fossile, ce qui est le but du gouvernement, eh bien, il faut produire massivement de l'électricité. Il faut électrifier massivement, produire massivement de l'électricité. Or là-dessus, le gouvernement n'est pas crédible du tout, puisque les prévisions, c'est de faire 2 EPR en 15 ans et 6 EPR, 6 centrales nucléaires d'ici 2050. On est extrêmement loin des ambitions du plan Mesmer de 1974.
où la France avait réussi en 20 ans à mettre en place 50 centrales nucléaires. Là, en 20 ans, ils veulent en mettre en place 6, alors qu'ils ont un plan, paraît-il, très ambitieux. Donc, il faut produire massivement de l'électricité et de l'électricité nucléaire, ce qui veut dire mettre en ordre le gouvernement, mettre en ordre les entreprises avec un plan à très long terme pour engager petit à petit la construction de plus en plus de centrales nucléaires. Mais ce n'est absolument pas ce que fait le gouvernement, puisqu'il laisse le marché faire et les gens se débrouiller, finalement, les industries ou les ménages se débrouiller avec l'existant. Philippe Macharles, oui, alors pour aller tout à fait dans le sens de Philippe, quand on regarde le discours de Belfort l'an dernier, où quand même Emmanuel Macron a fait un virage à 180 degrés, puisqu'on est passé du 50% nucléaire et de la fermeture de 15 réacteurs à la proposition de 6, comme Philippe l'a dit, plus 8 potentiels à l'horizon 2050. Donc déjà, admettons, soyons fous et admettons qu'à l'horizon 2050, on va construire 14 EPR. Ça en fait quand même 2 par an, alors que le premier, on a mis 15 ans pour le construire. Donc c'est quand même un sacré challenge. Je voudrais aussi parler de l'éolien offshore. Dans son discours de Belfort, Emmanuel Macron parle de 40 gigawatts d'éolien offshore. L'actuel parc éolien construit au large de Fécamp, c'est 0,5 gigawatts. Donc ça veut dire que d'ici 2050, il faut construire 80 plans d'éolien offshore équivalent à celui de Fécamp, donc ça en fait 3 par an. Donc encore une fois, ce sont des agendas inversés, des objectifs qui ne seront pas réalisés, et donc il faut avoir en tête derrière que pour pouvoir produire cette électricité dont on aura besoin, il y a une variable d'ajustement et qui va être plus ou moins importante, et ce sera, comme ça ne peut pas être le charbon, ça sera le gaz, et inévitablement, je conseillerais le gouvernement de sécuriser notre approvisionnement de gaz pour les 15 années à venir, parce que nous en aurons grand besoin. Et justement, on va parler de ces chaudières à fioul qui vont être désormais, les installations de chaudières à fioul vont être interdites par la loi. Il y aura seulement des chaudières à gaz, dont les modalités d'ailleurs ne sont pas très bien définies. C'est pas complètement vrai. C'est-à-dire que les chaudières à fioul sont interdites, enfin du moins on peut continuer à utiliser une vieille chaudière au fioul. Par contre, normalement on ne peut pas la remplacer, sauf impossibilité. Et si vous n'avez pas le réseau gaz, vous pouvez remplacer la chaudière au fioul par une chaudière au fioul plus performante. Oui, donc ça n'est pas complètement interdit. Mais c'est pas complètement interdit, mais en réalité... Il y a quand même une volonté de réduire les chaudières au fioul. Voilà, une volonté de réduire les... Et donc, ça va dans le sens de ce que je dis. On va remplacer des chaudières au fioul momentanément, pas nécessairement par des pompes à chaleur, parce que la pompe à chaleur ne marche pas partout, comme ça a été dit, spécialement dans les régions plus froides, comme dans le nord de la France, où là, l'efficacité de la pompe à chaleur est très basse. Donc, remplacement par chaudière au gaz, donc nécessité supplémentaire de sécuriser du gaz. C'est ça. Et puis, donc, les consommateurs devront s'adapter continuellement aux nouvelles directives avec d'énormes coûts derrière. Européennes, avec d'énormes coûts derrière. Et justement, Philippe Murer, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque de révolte, notamment une gilet jaunisation, j'allais dire, risque pour les patriotes d'une crise totale terrible, parce que est-ce que les compatriotes vont pouvoir assurer financièrement tous ces changements? Il y a un problème majeur. D'ailleurs, le gouvernement en a très peur parce que pour les zones à faible émission, donc pour les grandes villes comme Paris ou les métropoles, tous les plans sont retardés d'1 an. Généralement, on dit les voitures critères 3 vont être interdites cette année, puis finalement, ils repoussent d'1 an parce qu'ils sentent que ça va exploser. Imaginez si les diesels sont interdits à Paris en 2024, comme le propose Anne Hidalgo. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gens qui vont plus pouvoir, qui habitent en Île-de-France, donc 8 millions d'habitants, et qui pourront plus se rendre à Paris, et voire qui pourront plus circuler à terme dans le Grand Paris. Pareil pour l'interdiction des voitures essence et diesel en 2030 à Paris. Je veux dire, on ne peut pas faire des choses pareilles. Les gens n'ont pas les moyens d'investir. On ne va pas y arriver comme ça. Et c'est vrai que même pour le chauffage, tout ça devient extrêmement compliqué pour les gens. Moi, je vais vous donner un exemple. On vous dit il faut absolument acheter des chaudières fuel extrêmement performantes. J'ai fait ce pas-là dans ma maison il y a 15 ans. Cette chaudière fuel a duré 9 ans. Alors que c'était une chaudière fuel d'excellente qualité en théorie, en tout cas d'une grande marque, elle n'a duré que 9 ans. Et le chauffagiste m'a dit la chose suivante. Oui, en fait, on demande tellement de rendement
aux nouvelles chaudières fuel qu'elles sont beaucoup moins efficaces et que je n'ai que des problèmes là-dessus. Donc, il m'a conseillé de changer ma chaudière fuel par une chaudière un peu moins performante, mais qui fonctionne et qui va permettre de durer très longtemps. Vous voyez, ces problèmes-là, ça peut paraître un peu idiot, mais c'est des problèmes fondamentaux pour les gens. Quand ils investissent des milliers d'euros, 5, 6, 7 000 euros dans une chaudière, que celle-ci, elle dure longtemps. Les gens n'auront pas les moyens sinon. Ils vont avoir des problèmes pour se déplacer, des problèmes pour se chauffer, des problèmes bureaucratiques insolubles. Et effectivement, ça risque de mettre les gens très, très en colère. La pompe à chaleur, il y a une règle d'or, hein, c'est 100 euros le mètre carré. C'est à peu près ça. Hein. 100 euros le mètre carré. 100 euros le mètre carré, donc ça veut dire un appartement de 100 mètres carrés, c'est 10 000 euros. Une maison de 200 mètres carrés, c'est 20 000 euros. Quand même des sacrés investissements. Et quand vous regardez, excepté pour des gens très modestes, mais qui de toute façon ne mettront pas de pompe à chaleur, parce qu'ils n'en ont pas les moyens, la participation de l'État se réduit à 10 à 15%. Donc c'est-à-dire que globalement, vous allez avoir 3 000 à 4 000 euros d'aide, mais vous devrez en débourser 16 000, ce qui est quand même un énorme investissement. Deuxième chose, c'est que la pompe à chaleur marche excessivement bien quand vous avez un chauffage diffus. Parce que la pompe à chaleur est un chauffage dit basse température. Si vous voulez monter trop haut la température d'une pompe à chaleur, le rendement s'effondre. Or, à partir du moment où vous avez des radiateurs, c'est-à-dire des points de chauffage ponctuels, vous êtes obligé d'attaquer le radiateur avec une température de 60-70 degrés. Et là, la pompe à chaleur devient inefficace et donc vous consommez énormément d'électricité et vous perdez énormément de rendement. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut surtout pas croire que la pompe à chaleur est la solution miracle et la solution universelle. Alors, on a parlé des particuliers, je voulais vous parler aussi de l'industrie parce que Elisabeth Borne a dit la moitié des efforts sont pour l'industrie. Alors elle prône une décarbonisation des usines. Est-ce que, Philippe Murer, nous avons les moyens d'avoir une industrie verte en France, une industrie qui réduit sa production de CO2 ? Oui, on a les moyens, mais il faudra avoir les moyens énergétiques pour le faire. C'est-à-dire, c'est pas en mettant l'électricité à des prix complètement délirants, comme c'est encore le cas cette année pour les industriels, qu'on va faire en sorte qu'ils passent du gaz à l'électricité. Donc, c'est ça le problème. Je veux dire, il faut, bien sûr que les industriels sont potentiellement prêts à le faire, mais encore faut-il leur proposer une électricité propre à des prix raisonnables pour qu'ils puissent se décarboner, leur laisser le temps et avoir un plan qui est bien fait, qui est clair, qui est dans la durée et pas des effets de communication comme ce plan Borne où il n'y a pas grand-chose à part quelques effets de communication. Philippe Charlez. Alors, il faut regarder ce qui a été voté en Conseil des ministres mercredi dernier, excusez-moi. C'est le plan pour l'énergie, pour l'industrie verte. Et donc, il y a un certain nombre de règles pour l'industrie verte. On veut, réindustrialiser la France, mais cette industrie doit être verte, ce qui est relativement incompatible et qui va créer évidemment des surcoûts relativement importants et un surplus de normes, alors que le président avait dit une semaine avant qu'il voulait faire une pause sur les normes. Donc j'ai du mal à comprendre. Si on veut réindustrialiser, bien sûr, c'est une bonne idée. Par contre, la première chose à faire, c'est quand même de baisser le coût du travail qui est extrêmement cher en France. Et donc, si on ne baisse pas le coût du travail et qu'on réenchérit le coût de production avec des normes vertes qui inévitablement induisent des coûts supplémentaires, j'ai beaucoup de doutes encore une fois sur cette réindustrialisation. Encore une fois, nouvel agenda inversé. Oui, c'est ça, justement sur cette réindustrialisation, c'est-à-dire est-ce qu'on a les compétences pour cette réindustrialisation et cette réindustrialisation verte. Philippe Murer en a parlé, finalement on peut avoir des voitures électriques, mais si c'est pour importer des voitures électriques chinoises qui finalement consomment autant de CO2 parce qu'on apporte des produits, autant est-ce qu'on a véritablement les d'autant que les ingrédients majeurs des énergies vertes, c'est ce qu'on appelle les métaux rares ou disons les métaux critiques, parce qu'ils ne sont pas tous nécessairement rares, donc je préfère les appeler les métaux critiques. Et les premiers producteurs de métaux critiques au monde, ce sont les Chinois. Donc c'est-à-dire qu'on revient effectivement vers ce qui a été dit au départ, c'est qu'encore une fois, la réindustrialisation avec cet objectif systématique
vert, je dirais que c'est un peu un suicide de la vertu, dans le sens où, oui, on va réindustrialiser un tout petit peu, produire quelques emplois, mais essentiellement, on va créer de l'emploi en Chine, en Inde, voire dans d'autres pays émergents. Oui, ce qui ne fait pas baisser la consommation de Et donc, on va CO2. on va aussi délocaliser les gaz à effet de serre, parce que l'extraction de ces métaux rares sont extrêmement énergétivores et aujourd'hui extrêmement émetteurs de gaz à effet de serre. Il faut d'énormes camions de plusieurs dizaines de tonnes pour produire ces minerais, et malheureusement, ces camions, ils ne marchent pas à l'électricité, ils marchent au pétrole, ils marchent à l'essence. Philippe Murer sur cette... Si je me permets, il y a quelque chose où on voit qu'on est dans un immense foutage de gueule. C'est-à-dire que la Chine fait exploser ses émissions de CO2 année après année. Pendant que nous, on essaye d'être vertueux et de les baisser, quitte à abîmer notre industrie et à faire mal aux gens, à faire souffrir les Français. Parce qu'il faut quand même comprendre que la Chine, et ce n'est pas dû à son industrie uniquement, pas du tout, la Chine émet maintenant beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre, d'émissions de CO2 que la France. On en est à 60-70% au-dessus. La France émet très peu d'émissions de CO2. Beaucoup plus que ça. La Chine, c'est 10 milliards de tonnes par an et la France, 408 millions. Donc la Chine, c'est 20 fois plus d'émissions que la France. Je disais par habitant, ils émettent 60% de plus. Ils émettent plus par habitant que la France, absolument. Pardon, alors que la France est extrêmement vertueuse, elle est au même niveau que le terrien moyen. En fait, tout cela, il faut prendre le temps, il faut faire des plans, des grands plans, mais tout ça est malheureusement impossible dans l'Union européenne, qui nous empêche des financements publics importants, de le faire sur la durée, de le faire en privilégiant l'industrie française et en reconstruisant une industrie. Et malheureusement, tout cela va très très mal se terminer, j'en ai bien peur. Et justement, on va parler d'un gouvernement mondial qui pourrait ou non favoriser, en tout cas il faut baisser mondialement la réduction des gaz à effet de serre. Mais je voulais vous parler de l'agriculture, parce que quand même, je ne sais pas si vous avez vu, notamment la Cour des comptes recommande de réduire les cheptels de vaches français, parce qu'ils seraient trop polluants. Voilà, on pourrait se poser la question du rôle de la Cour des comptes sur le nombre d'élevages en France, mais en tout cas, il y a cette volonté de réduire l'agriculture, enfin de réduire l'émission de gaz à effet de serre de l'agriculture, passer de 81 millions de tonnes de CO2 en 2022 à 68 millions en 2030. Vous pensez que c'est possible, ça, Philippe Charles? C'est pas ma grande spécialité, mais je dirais que l'agriculture, et c'est vrai, est un émetteur de gaz à effet de serre, non pas à cause de la combustion d'énergie fossile, mais tout simplement à cause des éructations des bovins. Donc, quand les bovins font des rots, ils recrachent ce qu'on appelle du méthane, c'est-à-dire du gaz naturel, qui est un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant du point de vue réchauffement climatique que le CO2. Donc, c'est vrai que l'agriculture est un gros émetteur de gaz à effet de serre, spécialement via les cheptels de bovins. Bon, alors là, je ne vais pas trop me positionner là-dessus, mais je vais dire que c'est presque une décision sociétale, mais on ne peut pas nier que la production de viande est, de par le cheptel de bovins, émettrice de gaz à effet de serre. Philippe Murer, là-dessus, sur l'agriculture, passer de 81 millions de tonnes de CO2 à 68 millions, c'est possible? Est-ce que ça va encore plus donner des règles difficiles à appliquer à nos agriculteurs qui sont déjà un petit peu la corde au cou? C'est-à-dire qu'on ne peut pas en même temps les mettre en concurrence avec le monde entier. Vous voyez bien que quand vous allez acheter des fruits et légumes, ils viennent du monde entier, de plus en plus de l'étranger, et en même temps leur demander de faire d'énormes efforts à nos agriculteurs. Quant à ce que la consommation de viande des Français, elle baisse régulièrement, parce qu'en fait, ce que dit jamais le gouvernement, et ça c'est assez lamentable, c'est que les Français font énormément d'efforts pour baisser leur consommation d'eau, pour baisser la consommation de chauffage. Tout ça, ce sont des choses qui se réduisent. Et même pour la consommation de viande, les gens font attention et réduisent petit à petit leur consommation de viande pour certains pour aller vers une viande de meilleure qualité. Ça, on est bien d'accord, mais ça ne peut pas se faire au niveau bureaucratique. C'est pas le gouvernement, on n'est pas dans un pays communiste où le gouvernement va dire « maintenant ça suffit, vous arrêtez de consommer de la viande ». Je pense qu'il faut qu'il y ait une confiance entre les citoyens et le gouvernement, que chacun intègre ça doucement, et s'il doit y avoir une petite baisse de la consommation de viande, elle doit se faire tranquillement, et ça va être une décision acceptée et bien comprise par le citoyen. Voilà ce que je pense là-dessus. Nous ne sommes pas dans un pays communiste, la Cour des comptes devrait s'en rappeler.
Et dans un pays non communiste, la meilleure façon de réguler, c'est via les prix. Oui. À partir du moment où les prix augmentent parce qu'il y a une raréfaction, la consommation diminue. Alors, évidemment, ça ne plaira pas à l'égalitarisme de gauche, ça c'est une évidence, mais pourtant c'est un moyen de réduire. Quand le gouvernement subventionne jour après jour, mois après mois et année après année, l'essence et le diesel, je veux dire, ça va tout à fait à l'encontre de toute logique climatique. Alors, on a parlé des particuliers, on a parlé des entreprises, on a parlé des collectivités, on a parlé de l'industrie, mais vous avez parlé tout à l'heure, Philippe Charles, notamment de financement. Comment on va financer tout ça ? Parce qu'aux États-Unis, il y a donc l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui promeut les énergies vertes, ce qui fait qu'on est en concurrence avec les États-Unis. En Chine, vous l'avez dit aussi notamment, ils s'en moquent, pour rester poli, de leur consommation de CO2. Les prix des voitures électriques battent toute concurrence. Donc finalement, vous, Philippe Charles, dans votre livre Les 10 commandements de la transition énergétique, vous défendez notamment un ordre mondial plus coopératif, notamment en termes climatiques. Alors est-ce que ça, c'est une solution ? Alors, ce que je veux dire, c'est que si on veut être... c'est pas pour ça qu'on y arrivera. Si on veut être logique, c'est vrai que les deux grands vecteurs, sans parler d'ordre mondial, parlons déjà d'ordre au niveau européen, pour être un petit peu plus modeste, je vais dire, c'est que les deux grands vecteurs énergétiques du futur, ce sera l'électricité d'un côté, et je vous ai dit que le gaz continuerait durant au moins 20, 25 ans, voire 30 ans, à jouer un rôle primordial à la fois dans la production d'électricité et aussi dans la production de chaleur pour définitivement éradiquer le charbon, ce qui est le cas en France, mais qui n'est pas nécessairement le cas partout en Europe. On a encore des pays comme l'Allemagne ou la Pologne qui sont encore très charbonniers. Or, l'électricité et le gaz sont fortement liés au territoire et c'est très interdépendant entre les pays, notamment assez proches européens. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de la France un îlot gazier, un îlot électrique. Donc, ce qui veut dire que, non pas pour des raisons politiques, dogmatiques ou idéologiques, mais pour des raisons purement techniques, une coopération au moins européenne sur le gaz et l'électricité me paraît absolument essentielle. Et on aurait beaucoup à y gagner. Maintenant, est-ce qu'on y arrivera ? Et est-ce que nos politiques arriveront à s'accommoder sur, par exemple, la mutualisation des achats de gaz et une électricité beaucoup plus cohérente, parce que le marché d'électricité s'adapte assez mal, je vais dire, du libéralisme, parce que c'est une commodité extrêmement particulière, instantanée, qui ne se stocke pas. Là, il y a beaucoup de progrès à faire et je pense que gaz et électricité sont vraiment deux chantiers sur lesquels l'Europe devrait s'atteler plutôt que les chantiers auxquels elle s'est attelée pour l'instant, comme la stupidité d'arrêter les voitures thermiques à l'horizon 2035, ce qui encore une fois est un agenda inversé et n'arrivera pas. Philippe Murer, notamment là-dessus, sur un ordre mondial plus coopératif en termes sur la question du climat. Alors déjà, aucune chance que ça se passe. La Chine et l'Inde vont se développer en continuant à émettre de plus en plus d'énergie de CO2, en s'en foutant complètement et en émettant, pour ce qui est de la Chine, beaucoup plus que la France. Donc on voit c'est vraiment totalement naïf de croire ça. Dans ce qui est l'ordre européen, le problème, c'est que l'Europe ne fait que des erreurs au niveau de l'énergie. On l'a vu avec le marché européen de l'électricité, qui fait exploser le prix de l'électricité, alors que c'est une énergie de demain dans un fonctionnement durable, décarboné. L'Europe empêche les financements publics, parce qu'il faut bien voir, la grande réussite mondiale, même je dirais française, mais aussi mondiale au niveau de la décarbonation, au niveau des énergies propres. Eh bien, c'est le plan de 1973 à 1995, qui est le plan Messmer de construction de centrales nucléaires, qui fait baisser de 30% les émissions de CO2 de la France, je veux dire, et qui apporte à la fois d'électricité sans CO2, alors qu'elle était au charbon, au fioul principalement, et en France, avant cela, et aussi une électricité pas chère. Et donc, pilotable. Et pilotable. Donc c'est en utilisant les capacités de l'État, les capacités de financement de l'État, parce que c'était des financements à hauteur de 200 milliards d'euros, équivalent aujourd'hui, 200 milliards d'euros, le grand plan sur les centrales nucléaires. Et c'est un plan qui s'est fait à bas coût de financement, qui a permis des bas coûts d'électricité, qui s'est fait sur le long terme de façon intelligente entre le public et le privé. Et c'est comme ça qu'on pourra réussir, et c'est comme ça que les citoyens seront avec le gouvernement dans la transition énergétique,
Parce qu'à ce moment-là, si c'est pour avoir une énergie sans CO2 qui est plutôt moins chère que l'énergie classique, eh bien, les gens seront d'accord. Si c'est pour leur faire augmenter les prix, alors faire des casse-têtes bureaucratiques, les gens ne seront pas d'accord et seront en colère. L'énergie a 3 qualités. Elle doit être propre, elle doit être disponible et elle doit être abordable. Ce sont les 3 qualificatifs qu'utilise souvent Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, et ce sont les 3 piliers du développement durable, l'économique, le sociétal et l'environnemental. Je dirais aussi, et c'est un point important qui n'a pas été mentionné, mais qui est finalement derrière la Chine et l'Inde, c'est la démographie. C'est-à-dire que, quelque part, aujourd'hui, les gros émetteurs de gaz à effet de serre, même si individuellement ils émettent moins, ce sont les pays émergents, c'est 6,5 milliards de personnes contre 1,5 milliard de personnes dans les pays de l'OCDE. Et donc, quand on fait des petits calculs, on a beau réduire de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre de l'OCDE, si les pays émergents ne suivent pas à peu près au même rythme, voire à un rythme supérieur, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, eh bien en fait les émissions elles ne baissent pas du tout. Donc c'est-à-dire qu'on se fait plaisir pour très cher et pour montrer un exemple que les autres finalement ne suivent pas. On va conclure là-dessus. Philippe Murer, je voulais quand même vous poser une question parce que Emmanuel Macron a dit qu'il fallait faire une pause dans la réglementation européenne en matière environnementale. Alors il s'est fait tomber dessus par Sandrine Rousseau notamment. Alors vous êtes plutôt Emmanuel Macron ou plutôt Sandrine Rousseau? Je dirais que effectivement les normes européennes, c'est vraiment un énorme maquis et c'est extrêmement complexe et c'est difficile à respecter parce que justement l'Union européenne, c'est une union qui exerce son pouvoir par les normes, par le droit, puisque finalement l'Union européenne n'a pas grand-chose comme pouvoir si ce n'est le droit et elle l'utilise à fond. Donc je pense qu'il faut des normes, mais il faut des normes plus simples, des normes le plus simplement possible, des normes qui sont faites pour une durée assez longue, et là, ça se passera bien. Parce qu'effectivement, il y a trop de normes, et surtout, elles sont trop complexes, et en plus, elles changent trop souvent. Donc, il faut arriver à quelque chose de plus clair pour la population. Merci beaucoup Philippe Murer. On rappelle que vous êtes ingénieur, d'auteur de Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant aux éditions Jean-Cyril Godefroy, et puis aussi de Sortir du capitalisme du désastre dans les mêmes éditions. Et merci à vous Philippe Charlès, vous êtes expert en questions énergétiques à l'Institut Sapiens, éditorialiste à Valeurs Actuelles, Figaro, Sud Radio à Europe 1, auteur de Croissance, énergie, climat, dépasser le quadrature du cercle, l'utopie de la croissance verte et de votre dernier livre, Les 10 commandements de la transition énergétique aux éditions VA. Il y a un autre livre je crois. Oui, il y en a un dernier dont je n'ai pas encore fait la promotion, qui s'appelle Les dessous d'une catastrophe énergétique, qui est sorti sans encore sortir et qui explique en fait tout l'historique pour expliquer la façon dont on est arrivé à notre situation énergétique européenne actuelle. Eh ben, on vous réinvitera alors pour en parler plus longuement. Merci à vous et merci de votre invitation.